Monsieur, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons par les prévisions météorologiques. La météo prévoit en effet en cours de nuit des activités pluvio-orageuses sur le nord des régions de Zender, Maradi et Tillabéri. Présentation Hassan Yacouba. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre page météorologique dominée en cours de matinée par le passage d'une zone pluvio-orageuse sur le nord de la région de Tillabéri et qui a occasionné d'ailleurs quelques 11 mm sur la commune de Tillabéri. Par ailleurs, au cours de cet après-midi, des formations pluvio-orageuses ont fait leur apparition sur certaines localités de notre pays. C'est ainsi qu'elles sont observées depuis donc, les régions frontalières avec le Burkina Faso en passant par l'Ader, le nord de la région de Zender jusqu'aux régions frontalières avec le Tchad. Quelques orages faibles sont observés sur les massifs de l'Aïr. Pour ce qui est donc l'évolution de toute cette situation, nous prévoyons en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le nord des régions de Tillabéri, Maradi, Zender et sur le Manga. Des tendances orageuses sont prévues au même moment sur le Tamesna. Demain matin, nous prévoyons des couvertures nuageuses denses sur les régions du fleuve et d'autres couvertures nuageuses également sur le sud des régions de Tawa, Maradi, Zender et de Difa. Sur le reste de notre pays, le ciel sera dégagé et très ensoleillé. Et voilà, chers téléspectateurs, l'essentiel pour votre page météorologique. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. À Dosso, les préparatifs de la fête tournante du 18 décembre vont bon train. Hier, le ministre d'État, conseiller à la présidence, président du comité d'organisation, y a effectué le déplacement en compagnie du ministre délégué au développement industriel et des députés de la région. Albade Abouba est allé constater de visu le niveau d'exécution des différents chantiers. Askou Jibrila, Borika Albade. La visite effectuée par le ministre d'État, conseiller du président de la République, Albade Abouba, président du comité d'organisation de la fête du 18 décembre prochain à Dosso, a pour objectif majeur de constater l'état d'avancement des travaux. En route pour Dosso, Albade Abouba accompagne pour la circonstance la ministre déléguée au développement industriel et les députés de la région de Dosso s'est rendu sur le site de stockage des matériaux du chemin de fer où sont montés les rails. Le responsable de la société Bolloré qui mène les travaux a donné d'amples explications au ministre. Pour l'instant, pas de problème majeur et les ouvriers y travaillent nuit et jour afin que le délai imparti soit respecté. La cité du 18 décembre, sise à l'entrée de la ville de Dosso, composée de 80 logements et à un taux d'exécution des travaux raisonnables. Il en est de même pour les autres sites, notamment le cercle mess de Dosso et les logements, la cité des sapeurs-pompiers, celle de la garde nationale, celle de la gendarmerie nationale, celle de la police nationale, la route bitumée qui va de l'arène des luttes traditionnelles, la case de passage présidentiel, la station régionale de Dosso, la cité de 100 logements grand standing que la SONICI entame dès cette semaine, selon son directeur général. Bref, toutes les infrastructures en chantier sont passées au peigne fin, à la satisfaction totale du ministre d'État et de la délégation qui l'accompagne. Vous savez, SONICI a quand même 40 ans d'expérience dans la construction. Donc nos équipes sont très outillées. Nous avons des équipes compétentes, des techniciens qui sont très compétents. Donc je pense que ce défi-là, nous allons le relever. Nous allons le relever et Inch'Allah, dans un mois, madame, nous allons revenir avec vous ici et vous allez constater ici. Albade Abouba a également rencontré dans la salle de réunion du gouvernorat de Dosso les femmes qui ont été félicitées et encouragées pour leur innovation significative d'amener à manger et à boire aux travailleurs de tous les chantiers de la ville. Une marque de solidarité grandissante et inédite de la part des femmes de la cité de Jarmakoy appréciée par le président de la République, chef de l'État, a indiqué le ministre d'État. Il les a exhortés à faire siennes les réalisations effectuées dans la ville de Dosso. La représentante des femmes de Dosso, Mme Jarmakoy Maïmouna, a rassuré le ministre d'État qu'elles sauront relever le défi. C'est une grande fierté pour moi en tant que femme de voir que les femmes de Dosso ont compris
c'est quoi le 18 décembre, c'est quoi l'idée du 18 décembre. C'est Dosso, toute la région doit être unie derrière cette idée du président de la République. Elles ont pris le pas, elles ont montré qu'elles ont compris le message qui a été lancé. Elles adhèrent totalement. Pour la petite histoire, je crois qu'elles ont organisé des journées de salubrité dans la ville de Dosso. Elles ont préparé à manger, qu'elles ont amené sur les sites, rencontrer les ouvriers, les encourager, les féliciter. Et je pense que c'est une première. Il y a eu des réalisations qui ont été faites dans d'autres régions du pays, mais ce que les femmes de Dosso ont fait, c'est vraiment une première. Je pense que ça va droit au cœur au président de la République qui a tenu à leur envoyer un message à travers le ministre Albadé. Et le président du comité les a remerciés. Nous, en tant que députés, particulièrement moi qui suis femme élue de la région de Dosso, je suis très contente de ce que les femmes de Dosso ont fait. À l'issue de cette visite, le ministre s'est dit très satisfait du niveau d'exécution des travaux des différents chantiers. Et nous reviendrons plus en détail sur cette visite du ministre d'État à Dosso. Le ministre de la Défense nationale, Karijo Mamadou, a visité ce matin à Difa la zone de défense numéro 5 en compagnie du secrétaire général de la région et des responsables des forces de défense et de sécurité avant de se rendre à Karanga, un poste avancé situé entre le Niger et le Nigeria. Ben Youssouf Abdelaziz Harouna Sada. La défense de l'intégrité de notre pays et la libre circulation des personnes et de leurs biens et les soucis constants de son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. C'est pourquoi, dès son arrivée à Difa, le ministre de la Défense nationale, M. Karijo Mamadou, en compagnie du secrétaire général de la région, du commandant de la zone de défense numéro 5, le colonel Sofiani Moukaila, des responsables des unités de la gendarmerie, de la garde nationale, de la police et des eaux et forêts, a visité la 52e bataillon interarmes de Difa, après avoir été salué par le colonel Sofiani Moukaila, qui est à la tête de cette compagnie. Le ministre de la Défense a aussi reçu les honneurs par un détachement des éléments de la zone de défense numéro 5 et s'en est suivi un grand rassemblement où officiers, sous-officiers et hommes de rang de tout corps ont écouté avec attention le message du ministre de la Défense qui s'articule autour de la défense de l'intégrité de notre pays et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. À ce sujet, il a d'abord transmis les salutations et les encouragements du président de la République pour leur courage, leur détermination et leur bravoure dans leur noble mais combien exaltante mission de défense et de protection en tout lieu, en tout moment, dans le professionnalisme légendaire, tout en respectant les valeurs et la discipline militaire. Karijo Mamadou affirme que le gouvernement est engagé à soutenir ces efforts et améliorer les conditions de vie de ces braves fils du pays qui, de jour comme de nuit, veillent, assurent et protègent la nation et les communautés en temps de crise. Notre pays, souligne le ministre de la Défense, fait frontière avec des pays en conflit comme le Mali, le Nigeria et la Libye. Il a à cet effet demandé à nos hommes en tenue d'être vigilants, déterminés et réagir en digne fils du pays. Après donc ce grand rassemblement, le ministre de la Défense, en compagnie du secrétaire général de la région et des responsables militaires, a pris le vol pour se rendre à Karamga, un village situé au centre du lac Tchad, dans le département de Bosso. Karamga, c'est dans cette île que les éléments de nos forces de défense et de sécurité de la 52e bataillon interarmes de Difa, ceux de la gendarmerie et de la garde nationale sont en service commandé. Un poste qui fait frontière avec le Nigeria, un véritable lieu de convergence où se côtoient plusieurs nationalités qui ont pour activité principale la pêche et les cultures irriguées. En rencontrant les populations de ces villages, le ministre de la Défense a transmis un message de paix, de l'unité nationale et de cohésion sociale. Il a, dans la même lancée, sollicité le soutien et l'adhésion de ces populations pour soutenir les éléments de nos forces de défense en mission dans la zone. Karijo Mamadou a par la même occasion rencontré aussi ces braves fils du pays pour transmettre les salutations et les encouragements des plus hautes autorités de notre pays. Il les a rassurés que l'État mettra tous les moyens qu'il faut pour équiper et prendre en charge toutes les préoccupations de nos forces de défense et de sécurité pour qu'ils jouent pleinement leur rôle dans la défense de l'intégrité du pays et sécuriser les citoyens. Depuis ce matin, sur l'ensemble du territoire national, des épreuves de l'examen unique de certification en santé, ils sont au total 1926 candidats à affronter ces épreuves dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Santé publique, Manu Agadé.
D'autres précisions avec Hamidou Abdoulaye et Jocelyne Amoussou. C'est l'épreuve théorique de l'examen unique de certification en santé qui a été lancée par le ministre de la Santé publique ce matin. Une épreuve d'une journée qui consiste par le biais de questions-réponses à évaluer le degré de connaissance de ces candidats qui sont au total 1926, dont 1112 à Niamey. Des candidats qui veulent se confirmer en infirmiers diplômés d'État, sages-femmes, techniciens de laboratoire, entre autres. À secteur sensible, conseil efficace, et le ministre a prodigué un seul, que les candidats fassent ressortir aisément et en toute sérénité ce qu'ils ont retenu des modules de cours qui leur ont été dispensés. Il représente la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2011-2015 et notre plan de développement des ressources humaines 2011-2020. Cet examen rentre dans le cadre de la formation des agents de qualité au niveau du ministère de la Santé publique. Cette formation, cet encadrement est assuré tant par le ministère de la Santé publique que d'autres ministères, tels que l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, les agents du ministère de la Population. Il faudra retenir aussi que ces 1926 élèves, filles et garçons qui vont composer, avec une composante d'à peu près 83% des filles, toutes les conditions sont réunies, les épreuves sont là, les élèves sont là, les encadreurs sont là, la sécurité est là. Après cette phase théorique, une phase pratique de 10 jours est prévue dès le mardi prochain. Phase décisive qui confirmera ces candidats dans leurs différentes professions. Oui, vous suivrez les échos de l'intérieur du pays dans nos prochaines éditions. Suite à la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'interprétation et l'application de l'article 88, les réactions de la société civile se poursuivent. La dernière en date est celle de Mamoudou Souley, acteur de la société civile et analyste politique. Dans l'extrait qui va suivre, il revient sur la genèse de cette saisine de la Cour constitutionnelle par le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. L'article 88 de la Constitution dit en effet que le député qui est en infraction, avant qu'il ne soit mis en examen ou avant qu'il ne soit entendu par un juge, son immunité doit être levée d'abord par l'Assemblée en plénière. Mais lorsqu'il n'y a pas de session, l'article 88 a précisé à la lettre que c'est le bureau de l'Assemblée qui est compétent pour lever l'immunité. Mais quel est le problème qui se pose? C'est que le bureau de l'Assemblée nationale que nous connaissons actuellement, c'est suite d'abord à une requête de ce même groupe de Hama Amadou concernant sa mise en place qu'un arrêt était sorti, l'arrêt numéro 6 du 15 mai 2014. L'arrêt disait que les présidents des groupes parlementaires qui devaient présenter des candidats, s'ils refusent de les présenter, alors ils ont abdiqué à leur place dans le bureau. Par voie de conséquence, ce bureau, on peut considérer que c'est la Cour constitutionnelle qui a établi ce bureau. Comment est-ce que Hama peut demander à la Cour de ne pas reconnaître le bureau qu'elle-même a institué? Monsieur Hama Amadou, je pense que lui-même savait que la solution que la Cour donnera tombera dans ce sens. C'est pour cette raison qu'il s'en était allé. S'il savait que la Cour allait avoir au moins une réponse un peu dubitative, il allait rester et mener la polémique. Mais il savait que la Cour ne pouvait pas lui donner raison du même moment que le bureau de l'Assemblée nationale a été institué par la Cour au cours des crises que lui-même a provoquées en refusant de convoquer ou de passer au vote des membres du bureau. Le fait que les membres du bureau de l'Assemblée soient partiels, que ce soit 11 seulement, mais c'est dû à leur fait, parce qu'ils ont refusé et insisté à présenter Falquet. Or, la Cour avait stipulé que si les présidents de groupes parlementaires refusent de donner d'autres candidatures, vu que les députés sont au même niveau et que n'importe quel député peut être électeur et éligible, du moment qu'ils ont refusé, qu'ils abdiqueraient à leur poste. Ça veut dire que ça, c'est le bureau légitime de l'Assemblée. Mais comment peut-on croire que
la Cour constitutionnelle institue un bureau et qu'elle remette en cause les compétences de ce bureau. Je pense que le bon sens ne le recommande pas. Bien que Hama l'ait fait pour gagner du temps. Certainement, c'était pour préparer son départ qu'il l'a fait. Quelle sera la suite de cette affaire, dite le bébé importé, qui a motivé la saisine de la Cour constitutionnelle par le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou? Selon Mamoudou Souley, la procédure judiciaire doit suivre son cours normal. D'abord, il y a les possibilités, n'est-ce pas, de recherche. Il faut le rechercher où qu'il soit. Interpol doit mettre le paquet parce que l'application de la loi à tous égards, c'est la condition de survie de l'État. Donc, obligatoirement, le gouvernement, le ministre de la Justice, la police nationale et toutes les instances judiciaires ont à charge de retrouver Hama. Première hypothèse. Mais lorsque Hama serait introuvable, dans certaines conditions, quand le procès aurait atteint l'affaire aurait atteint un certain niveau, il peut être jugé par contumace et il trouvera alors sa peine, quel que soit le moment qui revienne. Et une telle infraction, son délai, le délai de prescription de la poursuite d'un tel niveau d'infraction peut valoir 20 ans. Donc, dans l'intervalle des 20 ans, quel que soit le moment où il sera venu, il trouvera alors ce qui sera décidé pour lui. La présomption d'innocence est là. Mais la présomption de culpabilité aussi cohabite en même temps. Autre aspect de cette édition, emprunter la route Niamey-Niala est devenu aujourd'hui un véritable casse-tête pour les usagers. L'eau qui stagne en permanence pendant près d'un an a rendu la route quasiment impraticable. Comment juguler le problème? La réponse à travers ce reportage de Jocelyne Amoussou et Issoufou Nouma. Pas facile pour les voitures de traverser cette zone de Dar Salam dont la route est fortement endommagée à cause d'écoulements d'eau dus à la nappe souterraine selon les experts. Une des causes du problème que connaît la route à ce niveau, c'est d'abord l'eau de pluie, mais on peut également remarquer une remontée de l'eau de la nappe. Vous savez que c'est la vallée du Guntiena, c'est un bras mort du fleuve, et qui dit bras mort du fleuve dit une zone où la nappe phréatique est très proche. Et étant donné que lors des études de cette route-là, cette notion-là n'a pas pu être appréhendée, ou du moins ce problème n'a pas pu être appréhendé, on n'a pas tenu compte de cet aspect-là. Il a fallu donc après la construction de la route pour remarquer que, en tout cas, le phénomène-là est en train de dégrader fortement la route. Pour les populations, cette nappe souterraine peu profonde a été aggravée par la fermeture d'un puits dans une maison qui était jadis un jardin. Il y avait un puits qui approvisionnait tous les quartiers avant qu'on ait la connexion de SNE. Donc peut-être c'est cette eau qui déborde. D'après ce que les gens disent, la nappe souterraine là, elle n'est pas profonde ici. Elle est à peu près à 1 mètre, parce que dès que vous creusez 1 mètre, vous allez trouver de l'eau. Donc c'est ça le problème. C'était un puits ici qui a été condamné. Donc l'eau la sort d'ici, vous voyez bien, c'est en train de couler. C'est ça qui inonde la route là-bas. Pour les spécialistes, 2 solutions s'imposent pour juguler le problème. L'une à court terme devrait permettre l'évacuation facile des eaux. Notamment en mettant des buses sur le pavé qui croise la route Niamey-Niala. Il y a une solution à long terme qui est envisagée dans le cadre du projet réduction des risques d'inondation dans la vallée du fleuve Niger, et qui va prendre en compte en tout cas l'aménagement de cette partie du Guntiena. L'autre aspect soulevé par les habitants du quartier, c'est la construction de plus en plus fréquente de maisons dans la zone qui étaient majoritairement des sites de jardins revendus à des personnes qui y construisent des maisons, ce qui bloque le passage de l'eau. Un autre aspect sur lequel il faudrait également être regardant pour un Niamey-Niala réussi.
Une mission du Conseil supérieur de la communication conduite par Ali Ousseni, vice-président de l'institution, séjournant depuis hier dans la région d'Agadez. Objectif, contrôler les conformités aux normes techniques des radios et télévisions installées dans la région et échanger avec le personnel des médias. Hachim Mohamed, Nassur Nakakal. Première mission du genre qu'effectuent les membres du CSC à l'intérieur du pays, cette délégation conduite par le vice-président du CSC Ali Ousseni s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement de la mission de régulation relevant exclusivement du Conseil supérieur de la communication. Au programme, les visites d'échange avec les autorités administratives, les professionnels des médias publics et privés, la remise des kits juridiques des médias, entre autres. C'est ainsi que la mission a entamé ses visites par le gouvernorat d'Agadez où les membres de la mission ont eu des entretiens avec le secrétaire général adjoint de la région sur les objectifs de la mission avant de lui remettre les kits juridiques des médias. Abdourahmane Moussa a, au nom du gouverneur de la région empêché, remercié la délégation du CSC et promis de partager les enseignements que contient ce document avec toutes les autorités administratives et municipales de la région pour qu'elles soient mieux imprégnées des textes régissant le domaine des médias et les obligations y afférentes. Du gouvernorat d'Agadez, la mission s'est rendue dans les locaux de la direction régionale de Sonitel en vue de s'enquérir de l'existence du local devant abriter à partir de 2015 les relais du CSC Agadez. Les travaux de réhabilitation sont envisagés pour les rendre opérationnels, a laissé entendre le chef de mission. À la station régionale lointaine d'Agadez, troisième étape, la mission du CSC a rencontré le personnel en présence des responsables de la station régionale Mohamed Madou. Les questions relatives au respect de l'éthique et de la déontologie, les interférences des fréquences ont été au centre de cette réunion d'échange. À ce niveau également, le vice-président du CSC a remis un kit juridique des médias aux responsables de la station afin de mieux édifier les uns et les autres sur la profession du journaliste au Niger. Dans l'après-midi, la mission du CSC a poursuivi son programme de visite au niveau des autres organes des médias, notamment les radios privées, Nomad FM, Sahara FM, Alternative, les télévisions privées Dunia et Ténéré, où les mêmes messages ont été réitérés à nos confrères des radios privées et télévisions privées. Après Tilaberi, la délégation du Conseil supérieur de la communication, conduite par Mme Adamou Aïssata, est arrivée à Dosso, poursuivant ainsi sa mission de contrôle et de signature des cahiers de charges des médias communautaires et privés des régions de Dosso et Tilaberi. Issa Saleh, Harissougarba. Après la région de Tilaberi, la mission de contrôle, de sensibilisation et de la signature de cahiers de charges des médias communautaires et privés du Conseil supérieur de la communication CSC se trouve ce vendredi dans la région de Dosso. Conduite par Mme Adamou Aïssa, conseillère au CSC, cette mission a d'abord rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région, M. Seydou Zatsawali, afin de lui signaler sa présence dans son entité administrative, puis lui expliquer le mobile de son déplacement de la région de Dosso. Le gouverneur Seydou Zatsawali s'est réjoui de cette visite et a souhaité la bienvenue et un bon séjour dans la région à la mission. Dans le cadre de ces missions de régulateur, le CSC envisage au cours de cette mission faire le point sur la situation technique des médias privés et communautaires, puis sensibiliser les acteurs de ces médias sur la nécessité de préserver la paix et la quiétude sociale au sein de nos communautés respectives. De façon spécifique, vérifier les installations techniques de la station si elles sont conformes aux normes recommandées aux médias, vérifier le respect de la fréquence attribuée, le respect de la grille des programmes, la tenue régulière du cahier d'antenne et sa conformité à la grille des programmes, sensibiliser les responsables et animateurs sur la préservation de la quiétude sociale, informer ces médias du processus de mise en place des relais régionaux et leur respect, puis faire signer les cahiers de charges des médias installés en région et leur vulgarisation. Bref, en un mot, rappeler à ces acteurs de médias de développement le respect strict de l'éthique et de la déontologie du journaliste au Niger. Le résultat attendu après toutes ces missions, c'est faire l'état de lieu de la situation des médias communautaires et privés, puis ces derniers soient en conformité avec les règles indiquées par la mission dans l'exercice de leurs fonctions. Le procureur de Maradi a tenu un point de presse relatif aux circonstances de l'arrestation du chef de gang Suleiman Labou, alias Bangui. Il a tenu à apporter des éclaircissements sur les circonstances de sa mort. Agissant de son décès, le
dimanche 24 août 2014, aux environs de 16 h, j'étais dans les locaux du gouvernement. On a échangé avec le gouverneur lorsque j'ai reçu le coup de fil qui me faisait le compte rendu de son décès. Dans pareille circonstance, et toujours conformément à notre ligne de conduite et à notre trajectoire qui consiste à faire en sorte que la justice se fasse de manière transparente, que les individus qui sont traduits devant la justice soient respectés et qu'ils soient traités avec la dignité et l'humanisme requis. Notre premier réflexe, après avoir rendu compte à notre hiérarchie, c'était d'instruire le directeur régional de la police pour que personne n'accède à la cellule dans laquelle il a trouvé la mort. Je rappelle au passage qu'il était seul dans la cellule, une cellule qui a une capacité d'à peu près 20 personnes, une cellule qui répond à tous les standards internationaux en la matière et qui a régulièrement été visitée par de nombreux responsables qui luttent dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Récemment d'ailleurs, une délégation dirigée par le président de la Commission nationale des droits de l'homme a visité la même cellule. Il s'agit donc d'une cellule qui répond aux standards qui sont requis en la matière et il était seul là-dedans. Nous avons également instruit le directeur régional de la police pour qu'il délivre une réquisition à experts adressée au directeur régional de l'hôpital pour qu'un médecin légiste soit désigné pour venir examiner les corps, nous dire exactement ce qui s'est passé et dresser un procès verbal, un rapport d'expertise médico-légale. Lorsque le médecin est venu, il a accédé au corps, il a fait les constatations requises en la matière et il a dressé son rapport. Et au terme de ce rapport, le médecin a relevé qu'il n'y a aucun saignement sur les lieux. Le médecin a également relevé que les défunts avaient une plaie au niveau de l'arcade gauche avec 4 points de suture. Il a également constaté des traces de contention au niveau de l'avant-bras. C'est lié aux menottes qui ont été placées dans son interpellation. Mais ce qui nous a apparu bizarre, c'est que le médecin a également révélé que les parties génitales du défunt étaient infectées. Il avait même parlé de l'apparition des vers au niveau de ces parties génitales, ce qui laisse supposer qu'il souffrait d'une infection qu'il avait cachée. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que des vers apparaissent dans les parties génitales d'un homme en vie? En conclusion, le médecin soutient qu'à l'examen du corps, aucun élément physique trouvé sur le corps ne permet de spécifier une cause exacte du décès.